Lyon demain, le quart d'heure lyonnais, toute l'actualité chaque matin. Parce que Lyon demain se dessine aujourd'hui, voici l'essentiel de l'actualité. En ce mercredi, nous sommes le 25 novembre. Le programme du déconfinement dévoilé hier par Emmanuel Macron. Nous écouterons le président de la République dans cette édition du quart d'heure lyonnais. Le Premier ministre Jean Castex doit préciser et détailler les annonces d'Emmanuel Macron jeudi matin. La France a franchi la barre des 50 000 morts du coronavirus depuis le début de la pandémie. La pression hospitalière s'allège en revanche dans les établissements de santé du Rhône et en particulier aux hospices civils de Lyon. Explication dans ce quart d'heure lyonnais. Ils étaient entre 2 et 4 000 manifestants hier rassemblés à Lyon contre la loi sur la sécurité globale. Explication sur les conséquences de cette loi si elle est appliquée. Nous avons rencontré hier soir Alexandre Buzine qui est le secrétaire du syndicat SNJ en Auvergne-Rhône-Alpes. C'est aujourd'hui la journée internationale pour l'éradication des violences faites aux femmes. L'ancien prêtre Bernard Prénat, condamné en mars à 5 ans d'emprisonnement ferme pour d'innombrables agressions sexuelles commises entre 1971 et 1991 dans le diocèse de Lyon, a finalement renoncé à faire appel. Du goût et du sens pour votre pause déjeuner, on en a bien besoin en cette période confinée. C'est ce que propose la start-up Pollen. Explication avec le reportage de Charlène Robert. Et puis football, nous parlons de la Ligue des champions dames. L'Olympique Lyonnais connaît son adversaire pour son entrée en compétition. Lyon demain, le quart d'heure lyonnais, toute l'actualité chaque matin. Gérald de Bouchon. Bonjour à tous et bienvenue dans ce quart d'heure lyonnais. 28 novembre, 15 décembre, 20 janvier. Ce sont les 3 étapes du déconfinement. Une nouvelle étape s'ouvrira donc dès samedi. Ce qui change et ce qui perdure à partir du 28 novembre, Emmanuel Macron. Il y a d'abord ce qui ne va pas changer. Le confinement adapté et donc le système de l'attestation resteront en vigueur car c'est ce qui nous a permis d'obtenir ces bons résultats. Il faudra donc continuer à rester chez soi, à télétravailler quand cela est possible, à renoncer aux réunions privées, aux rassemblements familiaux et à tous les déplacements non nécessaires. Mais dès samedi prochain matin, plusieurs changements seront réalité. D'abord, les déplacements pour motif de promenade ou activité physique en extérieur seront désormais permis dans un rayon de 20 km et pour 3 heures. Les activités extrascolaires en plein air seront à nouveau autorisées. Pour les cultes, les offices seront à nouveau permis dans la stricte limite de 30 personnes. Tous les commerces pourront rouvrir et les services à domicile reprendre, mais dans le cadre d'un protocole sanitaire strict qui a été négocié avec l'ensemble des professionnels que je veux ici remercier. Les commerces et les services pourront donc rouvrir, selon ces règles, jusqu'à 21h au plus tard. Les librairies, les disquaires, les bibliothèques et archives pourront aussi rouvrir dans ces conditions. Emmanuel Macron, le chef de l'État qui a tranché par anticipation le débat de l'ouverture des stations de sport d'hiver. Il privilégie en effet une réouverture courant janvier. Le couvre-feu sera au menu des fêtes de fin d'année. Emmanuel Macron a annoncé la fin des attestations de déplacement pour le 15 décembre. Elles seront alors remplacées par un couvre-feu de 21h à 7h du matin, lequel ne sera toutefois pas en vigueur les 24 et 31 décembre. Les salles de sport devront attendre le 20 janvier au mieux pour rouvrir. Les restaurants ne rouvriront pas avant mi-janvier. Les restaurants, bars, discothèques, salles de sport, toutes les structures qui resteront fermées administrativement se verront verser une aide correspondant à 20% de leur chiffre d'affaires de 2019. La campagne de vaccination doit débuter en France fin décembre ou début janvier, mais le vaccin ne sera pas obligatoire, a précisé hier le chef de l'État. Le Premier ministre Jean Castex tiendra une conférence de presse jeudi matin, donc demain, pour détailler les annonces d'Emmanuel Macron. La France a franchi hier la barre des 50 000 morts du coronavirus depuis le début de la pandémie, en enregistrant 1005 décès supplémentaires, dont 458 à l'hôpital au cours des dernières 24 heures. Au total, 50 237 personnes sont mortes du Covid depuis le début de la pandémie. La pression hospitalière s'allège en revanche dans les établissements de santé du Rhône et en particulier aux HCL, les hospices civils. Le pic de la deuxième vague est désormais passé. Tous les indicateurs sont désormais sur une pente descendante. Le taux d'occupation des lits de réanimation par les patients Covid+, est ainsi redescendu sous la barre des 60%. Aucun nouveau lit n'a été ouvert depuis une semaine et le taux d'occupation global en réanimation est descendu à 88% contre 91% le 17 novembre. Lyon demain, un site internet, du son, de l'image, un média complet
pour les Lyonnais qui font avancer la ville. Entre 2 et 4 000 manifestants rassemblés à Lyon hier soir contre la loi sur la sécurité globale. Une manifestation devant les 24 colonnes à Saint-Jean. Divers collectifs et organisations, notamment la Fédération du Rhône de la Ligue des droits de l'homme et le Club de la presse de Lyon, avaient appelé à ce rassemblement. Dans le viseur des manifestants, l'article 24 qui punit la diffusion d'images de policiers et gendarmes dans le but manifeste qu'ils soient portés atteinte à leur intégrité physique ou psychique. L'intersyndicale des journalistes a dénoncé un recul sans précédent de nos libertés publiques. Les explications avec Alexandre Buzine, secrétaire du syndicat SNJ en Auvergne-Rhône-Alpes, le syndicat national des journalistes. Les risques, c'est qu'il y a un risque d'autocensure de la part des médias et tous ceux qui prendront des images sur la voie publique pour les manifestations. Et donc entre ça et les caméras piétons et les drones qui sont proposés pour les forces de l'ordre, ça veut dire que le monopole des images d'une manifestation publique sera donné aux forces de l'ordre. On a vu pas plus tard qu'hier soir à Paris avec le campement de migrants qui a été évacué de la place de la République que effectivement les images des médias étaient indispensables pour faire connaître la vérité et savoir ce qui se passait et que les forces de l'ordre agissent au grand jour. Donc effectivement il y a un gros risque d'impunité pour les forces de l'ordre dans leurs interventions si elles sont violentes ou si elles dérapent. Que dit ce texte exactement ? Ce texte il dit que peut être passible d'une amende et d'un an d'emprisonnement, 45 000 € d'amende et d'un an d'emprisonnement. Celui qui diffuserait des images d'un policier reconnaissable qui soit dans l'intention de lui nuire, de porter atteinte psychologiquement ou physiquement à lui. Mais ça, il n'y a que le tribunal qui pourra dire plus tard s'il voulait porter atteinte ou pas. Mais préventivement, les policiers pourraient prendre le matériel ou interdire quelqu'un de filmer ou de prendre des photos en disant ça va me porter atteinte. Et dans 6 mois, quand le tribunal donnera raison aux journalistes, ça sera trop tard. Voilà. Donc c'est une censure a priori en fait, potentiellement. La loi existante suffisait ? Pour protéger les policiers, oui. Pour protéger les policiers face à ceux, on a bien vu, on prend toujours le drame des 2 policiers qui ont été assassinés, le couple de policiers qui étaient assassinés chez eux. Ça ne portait absolument pas de photos sur la voie publique ni quoi que ce soit. Donc les débats à l'Assemblée nationale ont montré, y compris de la part de députés qui sont dans la majorité, ont montré qu'il y avait des doutes et que l'arsenal législatif suffisait aujourd'hui largement pour condamner les gens qui pouvaient se livrer à de tels actes vis-à-vis des policiers. Donc c'est pas là le problème vise les médias. C'est-à-dire que c'est pas en enlevant les images qu'il y aura plus de problème. C'est pas en tuant le messager que le message sera meilleur. Donc voilà, c'est vraiment ça la grande crainte de cette loi. Alexandre Buzine, secrétaire du syndicat SNJ, notez que vers 20h, les forces de l'ordre ont évacué la place en faisant usage de gaz lacrymogène, mais selon la préfecture, il n'y a pas eu d'interpellation. En 2019, en France, 146 femmes ont été tuées par leur partenaire ou ex-partenaire, soit une femme tous les 2 jours et demi. 213 000 femmes majeures déclarent avoir été victimes de violences physiques ou sexuelles par leur conjoint ou ex-conjoint. Notez que moins d'une victime sur 5 déclare avoir déposé plainte. 94 000 femmes majeures déclarent avoir été victimes de viol ou de tentatives de viol sur une année. La France compte encore 81 femmes tuées par leur conjoint ou ex-conjoint depuis le 1er janvier dernier, donc sur l'année 2020. Des chiffres accablants. Nous sommes le 25 novembre et c'est la journée internationale pour l'éradication des violences faites aux femmes. Les groupes de la majorité à la ville de Lyon, autrement dit les écologistes, Lyon en commun, les socialistes, la gauche sociale et écologique, demandent à l'État de prendre ses responsabilités et de fournir les moyens concrets aux associations pour endiguer les violences sexistes et sexuelles subies par les femmes. La mairie de Lyon mène des actions d'information tout au long de cette semaine pour sensibiliser au phénomène de violences faites aux femmes. L'ancien prêtre Bernard Prénat, condamné en mars à 5 ans d'emprisonnement ferme pour d'innombrables agressions sexuelles commises entre 1971 et 1991 dans le diocèse de Lyon. Finalement, Prénat a renoncé à faire appel. Cette annonce vient clore un feuilleton qui a mis sur la sellette le diocèse de Lyon et son archevêque Philippe Barbarin, pointé du doigt pour son silence. Relaxé en appel, Barbarin a préféré démissionner du diocèse pour devenir aumônier en Bretagne. Prénat, lui, a été défroqué durant l'été 2019 à l'issue de son procès canonique. Lyon demain ? Programme durable. Du goût et du sens pour votre pause déjeuner. On en a bien besoin en cette période confinée. C'est ce que propose Pollen. Les triporteurs électriques de cette start-up sont très visibles à Lyon pour livrer des plats qui se veulent une alternative saine aux sandwichs, burgers et autres kebabs. Les explications avec Charlène Robert. Se faire livrer son repas de midi au bureau ou à la maison avec de bons produits issus d'une agriculture responsable, c'est ce que propose l'entreprise lyonnaise Pollen. Son cofondateur, Maxime Paget, nous présente celle-ci en détail. Donc Pollen, c'est un concept
concept de cuisine et de livraison de repas en triporteur électrique dans les zones de bureau à Lyon. Et notre valeur ajoutée, notre différenciation, c'est qu'on maîtrise l'ensemble de la chaîne de valeur. On va nous-mêmes faire le sourcing auprès de producteurs locaux qui sont engagés dans une agriculture responsable. On va cuisiner nos propres repas avec des recettes simples et goûteuses dans notre labo de cuisine dans le 3e. Et on va les livrer en triporteur électrique dans tout Lyon. Donc avec un fonctionnement qui est complètement du coup intégré puisque c'est nos propres équipiers en CDI qui cuisinent et qui livrent les repas. Comment est née l'idée justement de créer Pollen ? Moi je suis avant tout un passionné de bons produits. J'ai travaillé 7 ans dans l'univers de la food, à Lyon notamment, avec une passion qui m'est venue de mettre au centre le goût, mettre au centre le travail du produit fait par des producteurs engagés et qui cultivent de manière responsable. Je me suis dit il y a un vrai manque sur le repas du midi, il y a une nécessité d'avoir une offre qui permette d'avoir et du goût et de la transparence et un prix qui soit accessible pour l'ensemble des particuliers, des salariés qui le midi au bureau manquent de choix. Pollen, c'est des valeurs, quelles sont-elles ? Déjà des valeurs qu'on s'applique en interne, où on fait confiance, on intègre des gens qui ne sont pas forcément qualifiés pour la cuisine mais qu'on va former, donc on va leur faire confiance, on va être transparent avec eux et on va être agile aussi, on va se remettre en question très rapidement. Donc je dirais que c'est les 3 principales, la transparence, la confiance et l'agilité. Vous avez aussi des engagements, quels sont-ils ? On s'engage déjà auprès de nos fournisseurs pour avoir un cahier des charges et une agriculture qui soit de saison, qui soit respectueuse de l'environnement, qui soit respectueuse des gens qui la travaillent. On va avoir des engagements auprès de nos clients, c'est de ne pas travailler de produits issus de mécanismes de transformation, de ne pas avoir d'ajout de conservateurs, donc de travailler vraiment que des produits frais en brut et de les livrer en flux tendu. Et des engagements auprès de nos équipes, c'est de les embaucher en CDI et de leur permettre d'avoir des contrats qui ne sont pas précaires. Donc de les faire travailler le matin en cuisine et le midi en livraison, ça permet de leur assurer une stabilité financière et de les sortir des fois d'une situation sans emploi et de les amener vers une nouvelle vocation qui est cuisinier-livreur. Comment vous décidez de votre carte ? En fait, on a une conception en amont des recettes. C'est pas des recettes très compliquées, c'est des choses que vous allez certainement retrouver des fois dans votre cuisine au quotidien, donc on va pas forcément être très inventif, mais on va surtout amener des bons produits, et ça en termes de goût ça va faire la différence. Donc ça c'est pour la partie conception, et ensuite sur la partie publication au quotidien des recettes, on va tout simplement s'adapter à la saison et s'adapter à ce qu'on trouve sur le marché. On va faire le marché un peu comme vous quand vous allez faire votre marché le dimanche sur les quais. Nous on va voir ce qu'on a trouvé et ensuite on va publier la carte. C'est la grosse différence qu'on a, c'est que c'est pas la carte qui impose des achats, mais c'est ce qu'on a trouvé en termes d'achat qui va pousser une carte. Et les plats, ils sont préparés à la demande ou ils sont préalablement préparés ? Et du coup, les clients commandent en fonction des stocks que vous avez ? On a un mécanisme de turnover de cartes qui permet d'avoir des recettes qui sont préparées en flux tendu selon les commandes des clients et qui arrivent volontairement en rupture de stock une fois que certains plats sont écoulés. Donc l'idée de ça, c'est de pouvoir le lundi et le mardi, si vous avez eu des lasagnes à la carte, le mercredi, ils vont être écoulés et vous allez passer à un parmentier par exemple à la place des lasagnes. Quel est votre champ de livraison ? Alors ça évolue beaucoup puisque on a été créé il y a même pas 3 mois et on a commencé par Lyon 3, Villeurbanne. Et maintenant, on livre également la Presqu'île, on livre Lyon 7, on livre Lyon 8. On est sur maintenant quasiment tout Lyon intramuros. Et début d'année, on va attaquer des secteurs un petit peu plus éloignés, type Vèze, type Saint-Priest, type Téclide. Donc voilà, ça va arriver début 2021. Et vous vous lancez dans un marché qui a quand même de la concurrence. On peut penser à Foodora ou ce genre de choses. Est-ce que c'est compliqué de faire la différence ? Qu'est-ce qui vous démarque de ces entreprises-là ? C'est une très bonne question. Il y a beaucoup de confusion sur le marché de la livraison. Il y a des restaurateurs que tout le monde connaît. Il y a des plateformes qui sont comme celles que vous avez citées, qui sont aussi de plus en plus présentes. Et il y a des acteurs comme nous qui sommes intégrés. Les systèmes intégrés, ils ont décidé, nous en l'occurrence, on a décidé d'avoir une vraie responsabilité sur ce qu'il y a dans l'assiette, 2, sur la manière dont c'est livré. Aujourd'hui, lorsque vous avez un restaurateur qui passe avec une plateforme ou une plateforme qui va déléguer la restauration ou qui va déléguer la livraison, elle accepte de ne pas maîtriser
une de ces parties-là. Et nous, ça nous convenait pas parce que lorsqu'on maîtrise pas, souvent, il y a des abus, soit dans la manière dont c'est cuisiné, avec des choses pas terribles qui vont se retrouver dans l'assiette, soit dans la manière dont c'est livré, avec des gens qui vont être obligés de se mettre en auto-entrepreneur et de dégrader leurs conditions de travail avec pas d'assurance maladie, pas de couverture en cas d'accident, obligés de faire des infractions au code de la route pour livrer à temps un certain nombre de repas et gagner sa vie à la fin de la soirée. C'était pas du tout ce qui nous convenait. Donc lorsque vous faites le choix d'une solution intégrée comme Pollen, vous n'allez pas forcément payer plus cher, mais vous allez faire un acte qui va être responsable et pour votre assiette et pour les gens qui travaillent dans l'entreprise. C'était Maxime Paget, cofondateur de l'entreprise de livraison de repas Pollen. Plus d'informations sur le site www.pollen.delivery. Merci Charlène. Le village des recruteurs va finalement se tenir en version 100% virtuelle. La 5e édition doit réunir du 30 novembre au 4 décembre une trentaine d'entreprises qui recrutent, une dizaine d'agences et cabinets de recrutement également, 1500 offres d'emploi, 300 offres de formation, grande distribution, commerce, numérique, BTP, énergie ou encore environnement. De nombreux secteurs et domaines seront représentés. Pour participer, les candidats sont invités à créer un compte et un profil sur le site levillageDesRecruteurs.fr. Et puis on termine par un mot de sport en football. La Ligue des Champions dames, 7 fois championne d'Europe. Les Lyonnaises feront leur entrée en Ligue des Champions face à la Juventus de Turin en 16e de finale. Le PSG affrontera pour sa part les joueuses du club polonais de Górnik Lechna, selon le tirage au sort effectué hier par l'UEFA. C'est la fin de ce quart d'heure lyonnais. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve demain, même heure, même antenne. Mais restez prudents.